Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouveau webinaire. IG Bank, en collaboration avec notre ami et camarade Joris, vous retrouverez lors de cette présentation les perspectives animées par Joris pour le marché en 2020. En espérant que cette présentation vous plaise, je commencerai très rapidement par une petite présentation d'IG, du groupe IG et IG Bank en particulier. Et je vous rappelle également qu'en fin de webinaire, nous avons mis en place une petite étude de satisfaction pour savoir comment vous réagissez et comment vous percevez nos présentations et ce que l'on peut faire pour les améliorer, évidemment, pour celles à venir. Sans plus tarder, je commence cette petite présentation et je passerai après la parole à Joris. Le disclaimer habituel concernant les risques du trading liés au CFD, vous le connaissez tous. Il s'agit des risques inhérents à ce type d'opération. Je vous les laisserai découvrir plus tard. Voilà. Et je passe maintenant, si mon ordinateur me le laisse, à la présentation du groupe IG, qui est considéré aujourd'hui comme un acteur principal sur le marché et est présent en Suisse depuis 2014. Le groupe IG, c'est 45 ans d'expérience, une présence aujourd'hui dans 14 pays et presque 200 000 clients actifs dans le monde, ce qui vous présente des chiffres, voilà, je parle Concernant IG Bank, donc IG en Suisse, comme je vous le disais, nous avons ouvert et obtenu la licence bancaire en 2014, ce qui signifie que nous sommes régulés par la FINMA, l'autorité des marchés financiers ici en Suisse. On a ouvert un bureau récemment, enfin non, il y a quelque temps maintenant à Zurich, ce qui nous offre une meilleure couverture du marché national avec nos bureaux sur Genève et Zurich. Pourquoi trader avec IG Bank? C'est simple, vous avez aujourd'hui plus de 16 000 valeurs disponibles, différentes plateformes à disposition, notamment sur les mobiles et tablettes. On est considéré par beaucoup comme le numéro 1 du trading sur les CFD, notamment grâce à des frais et des commissions très avantageux, un service dans plusieurs langues. En Suisse, nous avons, comme je vous disais, la licence bancaire, ce qui amène une expertise et une excellence supplémentaire. Et puis, évidemment, le côté éducatif qui est toujours très important. Et si vous êtes là, c'est que vous y portez une certaine importance, justement, à travers la plateforme IG Academy que nous mettons en avant ce soir, notamment avec cette présentation. Voilà, je vais passer maintenant la parole sans plus attendre à mon camarade qui va commencer sa présentation et je vous retrouverai en fin de webinaire. Merci et très bonne présentation à toutes et à tous. Très bien, merci Harold pour cette introduction. Alors, normalement, tout le monde devrait voir mon écran. C'est parfait, alors on va pouvoir commencer. D'ailleurs, avant de commencer, je tenais à vous remercier de votre participation, de votre présence à ce webinaire sur les perspectives de marché 2020. Risk-on ou risk-off, c'est le sujet que nous allons étudier durant 45 minutes, 1 heure pendant ce webinaire. Donc, alors avant de commencer, on va déjà commencer par déterminer les termes, à savoir qu'est-ce que le risk-on et qu'est-ce que le risk-off. Alors, de plus en plus d'analystes financiers, en fait, ils analysent les phases des marchés par des termes de risk-on et de risk-off. Donc, on parle de risk-on lors d'un marché, lorsque le marché est qualifié de haussier. Par conséquent, l'appétit du trader augmente et avec lui, la prise de risque. Ainsi, le marché des actions est le marché privilégié. De l'autre côté, on parle de risk-off si le marché est baissier. On parle alors de marché risk-off. La tendance est au repli et les valeurs refuges figurent
parmi les actifs financiers les plus intéressants. Maintenant qu'on a défini les termes de risk-on et de risk-off, on va pouvoir appréhender ces perspectives de marché pour 2020. Alors, sur ce graphique, je vais commencer avec ce graphique qui représente en fait la capitalisation boursière mondiale. Et comme vous pouvez le voir, on a atteint un record historique. Les bourses sont au plus haut, rien ne les arrête. Et malgré la chute qu'on a eue en 2018, ici où la capitalisation est descendue à 68 000 milliards, derrière, en l'espace de 1 an, en fait, on a eu une hausse de 30% de la capitalisation boursière mondiale, ce qui est juste impressionnant et du jamais vu dans les marchés financiers. Donc, en fait, on aurait eu ce scénario dans une phase de reprise économique. Pourquoi pas? Il n'y aurait rien eu d'alarmant. Là, en fait, si vous voulez, on est dans un cycle économique le plus long de l'histoire. Et on gagne 30% en seulement 1 an. Donc, c'est des signaux, si vous voulez, qui doivent vous mettre en alerte. Et on va essayer de déterminer comment ça se fait que les marchés continuent d'être aussi hauts, aussi forts. Et on a l'impression qu'il n'y a plus de limites. Ce graphique représente le plus long marché haussier des actions. Donc en fait, nous vivons la hausse la plus longue et la plus puissante des marchés financiers. Actuellement, on est sur un cycle qui dure depuis près de 11 ans. Comme vous pouvez voir ici, sans avoir eu un drawdown, donc une chute des marchés de plus de 20%. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'en moyenne, un cycle économique dure entre 7 et 9 ans. Et là, on a un cycle qui dure plus longtemps. On est sur un cycle économique de quasiment 11 ans. Qu'est-ce qui peut expliquer que le cycle dure aussi longtemps? Eh bien, tout simplement, on a les banquiers centraux qui sont en soutien sur les marchés actions. Et on va voir ça plus en détail avec les différentes slides. Alors, pour commencer, vous allez me dire, oui, mais l'économie américaine se porte bien, les chiffres sont bons. Certes, là, ça, c'est le taux de chômage et de croissance des salaires aux États-Unis. Effectivement, hein, le chômage est excellent puisque le taux de chômage, on est quasiment à 3,5. On est un plus bas depuis 50 ans. En revanche, on voit qu'on a la croissance des salaires qui, elle, diminue. Alors qu'en général, elle devrait augmenter. Plus le chômage diminue, plus les salaires aussi, eux, augmentent. Et là, on atteint un plafond de verre, si vous voulez. Au bout d'un moment, on n'aura jamais du chômage à 0% ou même à 1%, c'est quasiment impossible. Et on se rend compte qu'on atteint un plafond de verre. Là, c'est le record historique au niveau des US où ce n'était pas arrivé depuis 50 ans. Donc, le taux de chômage sont au plus bas et d'un côté, on commence à avoir un ralentissement de la croissance des salaires. Mais sinon, dans l'ensemble, oui, les chiffres restent bons. Mais qu'est-ce qui pourrait amener à ce qu'on ait un marché baissier pour 2020? Eh bien, ce serait qu'on ait des chiffres moins bons que les mois ou les années précédentes, sachant qu'on atteint un niveau de surchauffe actuellement au niveau des économies dans le monde. Ici, vous avez le NFP, c'est la création d'emplois non agricoles. Donc, les chiffres, en général, sont plutôt bons. On constate qu'on a des créations d'emplois qui sont plus ou moins correspondent aux attentes et au consensus, même si on a eu une légère baisse le mois dernier. Pour rappel, les investisseurs vont aussi prendre connaissance du NFP qui a lieu ce vendredi à 14h30. Donc ça, c'est vraiment des données clés que vous devez maîtriser pour comprendre vraiment l'environnement global de marché. Donc ici, on a quand même, en général, on avait plus de 200 000 créations d'emplois. On constate quand même que depuis 2019, on a une baisse, on est en dessous des 200 000 créations d'emplois, même si ça reste en général au niveau des attentes. Mais comparé aux autres années précédentes, voilà, force est de constater que nous avons une diminution des créations d'emplois, malgré le taux de chômage qui diminue et la dégradation un peu des salaires.
Ici, ce sont les importations nettes américaines face à la récession. Donc, ce graphique montre tout simplement que les importations américaines, comment elles se comportent en fonction des différents cycles boursiers et des récessions qu'on a eues dans le temps. Et on constate qu'à chaque fois qu'on a eu une chute des importations américaines, peu de temps après, cela a amené une récession, que ce soit dans les années 90, dans les années 2000 ou en 2007-2008. Et là, pour la première fois depuis 2020, on a eu une baisse justement de ces importations nettes américaines qui justement envoient un premier signal d'alerte en disant attention, les marchés sont hauts, ça commence à caler, on est peut-être dans un mouvement de surchauffe. Maintenant, je vais vous montrer ce graphique. Ce graphique, ça représente tout simplement le S&P 500 vs le taux de la Fed. Qu'est-ce qu'il faut retenir dans ce graphique? Eh bien, on constate en fait tout simplement qu'à chaque fois que la Fed a baissé ses taux, on a eu une chute des marchés dans le monde. Du moins là pour le S&P. Que ce soit en 2000, ici la Fed a baissé ses taux, derrière on a eu une dégringolade du marché. En 2008, la même chose. Et ici, pour le moment, les marchés font le contraire, continuent de monter. On a eu certes une chute du marché en 2018, mais derrière, on a eu une ascension fulgurante et sans faille du marché action. Donc, on va essayer de comprendre en fait les mécanismes et savoir s'il n'y a pas en fait une déstructuration des prix par l'intervention des banques. Ce qui fait que le cycle économique pourrait être plus long et être retardé. Comme je vous le disais avant, en général, un cycle, c'est entre 7 et 9 ans. Et là, on est vraiment dans une phase d'expansion, dans la phase la plus longue et la plus puissante des marchés financiers. Inversement, avant de passer à notre graphique, je voulais quand même revenir, c'est qu'on nous disait ici que 2018-2019, du moins les marchés vont bien, tout va bien, on relève nos perspectives au niveau de l'inflation et de la croissance, on fait une hausse des taux. La Fed a augmenté les taux. Et derrière, en 2019, on a subi 3 baisses de taux, alors que juste avant, on nous disait, mais finalement, l'économie va très bien, on relève nos perspectives, et derrière, en fait, la Fed retourne sa veste et nous dit, très bien, en fait, on va juste baisser les taux parce que ça correspond à un ajustement de milieu de cycle. Donc ça, c'est ce que cherchent, entre guillemets, nous faire croire les banquiers en nous disant que c'est un processus normal qui correspond à un ajustement de milieu de cycle. Vous voyez bien qu'on est vraiment dans une phase de marché qui dure depuis plus de 10 ans et je ne pense pas, après c'est mon avis personnel, qu'on soit dans une phase de milieu de cycle économique. On est plutôt dans une phase, on a eu une reprise et on est plutôt dans une phase de surchauffe. Si vous voulez, ici, la hausse des marchés en 2017 s'est faite par l'élection de Donald Trump et les mesures fiscales. Donc ça, c'est clairement ce qui a dopé les indices US. Et derrière, de 2019 à 2020, c'est tout simplement que les banques centrales continuent de faire tout ce qui est en leur pouvoir pour éviter que le ralentissement mondial de la croissance ne sombre dans la récession. Là, à l'inverse, c'est les taux directeurs de la BCE et on voit qu'entre le taux de dépôt et son principal taux directeur, les taux sont à 0 et le taux de dépôt est à moins 0,5. Donc, la BCE, elle, a moins de marge de manœuvre sur la Fed pour baisser les taux, pour satisfaire les marchés. Donc, qu'est-ce qu'elle a enclenché? Elle, la BCE, tout simplement pour soutenir les marchés, a déclenché ce qu'on appelle le QE, le quantitative easing. Donc, ce QE, mis en place par la BCE, a permis de soutenir les marchés pour qu'ils repartent de l'avant. Enfin, plusieurs éléments qui montrent des inquiétudes sur les marchés, ça pourrait être une bulle venant du e-commerce.
Par le passé, on a eu plusieurs bulles, que ce soit en 2000 avec les tech, les subprimes, les biotech ou la Chine. Et là, actuellement, en fait, on constate qu'on a une valorisation sur les secteurs de la tech et du e-commerce qui ressemble à une bulle. En tout cas, c'est ce que nous montre ce graphique en fonction des performances qu'il y a eu récemment sur les marchés et plus en particulier sur le Nasdaq. Pour vous donner, voilà, pour vous faire une image, pour faire un parallèle avec ce que je dis, ici c'est l'indice Nasdaq. Et on voit bien que quasiment la crise de 2008 paraît inexistante après la hausse qu'on a eue derrière. Donc ici, comme je vous le disais en reprenant le S&P, c'était tout simplement les mesures fiscales de Trump qui étaient mises en place et l'élection de Trump aussi. Voilà. Et on avait des buybacks, mais ça je reviendrai plus tard. Ensuite, on a eu un effondrement, enfin une correction des marchés, qui est passé à un crash. Et derrière, les banques centrales sont venues en soutien des marchés à actions avec des mesures. Différentes mesures. Donc ici, on avait aussi d'excellents résultats qui permettaient de soutenir cette hausse, mais c'était surtout les mesures fiscales de Trump. À l'inverse, ici, c'est plus les buybacks et une intervention sans cesse des banquiers centraux qui injectent énormément de liquidités. Voilà. Sans ça, les marchés ne seraient actuellement pas aussi hauts. Et on voit bien qu'actuellement, là, depuis quelques mois, le Nasdaq monte en flèche et inscrit de nouveaux records en nouveaux records. On a comparé à la pente ici, qui était une pente plus ou moins raide, là, on monte quasiment à la verticale. Tout ça, en fait, n'est pas dû forcément à des bons chiffres économiques, même si l'économie aux États-Unis reste bonne, malgré certains ralentissements. Mais c'est avant tout ce qu'il faut retenir, c'est que les marchés évoluent en trompe-l'œil. En fait, on nous fait croire que l'économie se porte bien, tout va bien, mais c'est l'arbre qui cache la forêt. Derrière, on a une injection massive de liquidités et un rachat record de buyback. Pour vous montrer que les marchés évoluent en trompe-l'œil, je vais vous montrer ce graphique. C'est les plus grosses pondérations de l'indice S&P 500. Et on constate que c'est Apple, Microsoft, Facebook, Amazon, pour le Nasdaq, qui tirent essentiellement l'indice à la hausse. Apple représente plus de 8% de la pondération de l'indice S&P, Microsoft 6% et Facebook, on est à quasiment 3% et 2,5% pour Amazon. Donc en fait, les GAFA tirent l'indice vers le haut et ne reflètent pas forcément l'environnement global de marché. Pour vous montrer Apple, voilà le graphique d'Apple. Apple, après son profit warning, est retombé à 140. Et derrière, en 2019, s'est offert le luxe quasiment, là c'est un graphique que j'ai fait hier, de prendre plus de 131% de hausse en ligne droite, sans aucun repli. Vous voyez bien ici, là on n'a aucun repli. Alors qu'avant, voilà, une succession de sommets de creux, théorique d'eau, là on a une hausse fulgurante sans aucun repli et de plus de 131%. On aurait cette hausse, si vous voulez, à la fin des années, on va dire 2008, début 2009, quand les marchés ont commencé à se reprendre après la crise économique, je vous dirais, c'est normal. C'est exactement le cas qu'on a eu sur certaines valeurs, qui ont pris plus de 100% en période de reprise économique et c'était la fin de la bulle. Là, on est sur un cycle qui dure depuis plus de 10 ans et on a des valeurs comme Apple qui arrivent quand même à prendre plus de 130% de hausse en l'espace de seulement un an. Donc voilà pourquoi c'est intéressant de comparer les valeurs avec les indices. Et on voit qu'en fait, que ce qui a drivé le Nasdaq, c'est essentiellement le cours d'Apple, du moins durant l'année 2019. Et c'est la même chose pour Microsoft. Ici, c'est le graphe de Microsoft et on s'aperçoit aussi
que Microsoft, depuis 2020, quasiment, on monte en quasiment ligne droite. C'est une parabole. Donc oui, ce que je veux vous dire, c'est que ce n'est pas forcément une bulle ou quoi que ce soit, mais ça doit nous mettre en alerte et nous dire, mais comment on explique que les entreprises américaines continuent de flamber en bourse? Microsoft doit très bien, ça se trouve, atteindre les 200. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est de se poser la question et de savoir, mais qu'est-ce qui explique ces résultats, ce niveau de capitalisation record? Car en effet, Apple peut très bien continuer à monter à 350 et Microsoft 200. Mais est-ce que pour entrer dans le marché, acheter du Apple ou du Microsoft, c'est un bon prix maintenant, ou attendre un repli pour se repositionner sur Apple ou Microsoft? Je ne pense pas qu'actuellement Apple soit un prix de marché correct au vu des valorisations et au vu des marchés, comme je vous le disais, qui évoluent en fait en trompe-l'œil. Quand je vous disais que les marchés évoluent en trompe-l'œil, c'est tout simplement par les buybacks. Les buybacks, pardon. Les buybacks, en fait, c'est les entreprises américaines qui ont du cash et plutôt que de l'investir dans le rachat des concurrents ou dans de la recherche et de développement, en fait, ils rachètent leurs propres actions pour soutenir artificiellement leur cours. Et ils font tout ça dans des proportions historiques. Comme vous pouvez le voir, là, c'est le S&P par rapport au S&P Buyback Index, et on est sur des plus hauts. On est dans des records historiques de buyback sur l'histoire des marchés boursiers. Donc, premier élément qui nous dit il y a un couac. Cette hausse, comme je vous le disais, n'est pas forcément saine. Elle ne représente pas forcément l'économie mondiale qui est actuellement en place sur les marchés. Pour vous montrer un autre graphique, on a ici le rachat d'actions. Et on est tout simplement sur des records de rachat d'actions. Et ça doit nous dire prudence. Pourquoi? Tout simplement parce que en 2007-2008, lors de la crise des subprimes, vous voyez bien qu'on était sur un niveau historique de buyback. Et derrière, en fait, si vous voulez, les buybacks permettent au château de cartes de ne pas s'écrouler. Le fait que les entreprises continuent d'acheter des actions, s'ils devaient moins en acheter, cela pourrait vite s'écrouler. Et c'est ce que montre ce graphique. Ici, en 2007-2008, on était sur des records historiques. Et là, actuellement, on est encore sur des records historiques. Ce n'est pas pour autant que les marchés vont chuter du jour au lendemain, mais parfois, même souvent, on dit, du moins en analyse technique, l'histoire se répète. Et c'est pareil pour les données macroéconomiques. On a comparé dans le passé que des achats intensifs d'actions, que ce soit ici en 2000, on avait atteint un pic, en 2007-2008, et pareil actuellement, invitent à une correction des marchés. En fait, les entreprises rachetant leurs propres actions sont la seule chose actuellement qui permet de maintenir le marché boursier à flot en ce moment. Autre élément qui risque d'impacter les marchés, vous en avez tous entendu parler, c'est le coronavirus, qui fait actuellement rage en Chine, avec plus de 25 000 cas confirmés. Là, c'est un graphique que j'ai pris hier. Donc, en tout, les totals de cas confirmés ont évolué et on est passé à plus de 500 morts. On nous dit, très bien, le coronavirus, c'est pas grave. La Chine a connu le SRAS en 2003 et les marchés se sont relevés. Les marchés ont progressé de 8% au bout d'un mois et plus de 16%. Ça n'a aucun impact sur les marchés. Effectivement, ça n'a pas d'impact. Après, il faut remettre cette circonstance en fonction du cycle économique dans lequel on se situe.
Et donc là, c'est un tableau montrant les épidémies mondiales et la performance des marchés boursiers mondiaux. Ce que je note, c'est qu'effectivement, quand il y a eu le SRAS, eh ben, c'était en 2003. Et en 2003, on n'était pas tout à fait dans le même cycle économique. On venait de subir de plein fouet la crise des dot-com avec la bulle Internet et l'économie commençait à repartir. Donc, comme vous pouvez le voir, un mois après l'épidémie de SRAS en Chine, derrière, les marchés ont pris 8%. 3 mois après, 16%, et actuellement, 6 mois après, 21%. Certes, entre-temps, il y a eu d'autres épidémies, et en moyenne, on constate, si on prend depuis 1980, que finalement, les marchés se relèvent tout le temps des épidémies mondiales. Donc c'est vrai que ce graphique nous invite à dire, bon, les marchés vont se relever. Et effectivement, les marchés se sont relevés, comme vous pouvez le voir. Qu'est-ce qui s'est passé ce week-end? Ce week-end, eh bien, comme à l'accoutumée, on a les banquiers centraux et la BPC, la Banque populaire de Chine, la Banque centrale de Chine, qui a dit tout simplement je vais soutenir les marchés, et elle a annoncé qu'elle injectait plus de 1200 milliards de yuans sur les marchés. Donc, ça représente quasiment 220 milliards de dollars sur les marchés. Derrière, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu un superbe rebond des marchés. Le Nasdaq a inscrit un record. Le S&P, c'est pareil. Et les marchés sont de nouveau repartis à la hausse, oubliant toutes les inquiétudes liées au coronavirus. Donc ça, c'est une vision à court terme, en fait. Dans le sens où les investisseurs, parfois, ont une vision court-termiste. Là, ce qu'on cherche à savoir, c'est, dans ce webinaire, c'est de déterminer si, oui ou non, on a des risques à venir sur l'année 2020. Et oui, on avait le cas de coronavirus. Mais là, vous allez me dire, mais les marchés sont repartis à la hausse, tout va de plus belle, record en record, les banquiers ne vont rien lâcher, injection de liquidité, tout baigne. Très bien. Mais ce qui manque, c'est une vision à long terme, en fait. Dans le sens où les répercussions économiques qu'il y a actuellement en Chine, à cause de l'épidémie de coronavirus, pourraient être plus importantes, puisque vous l'avez certainement vu, mais les compagnies aériennes ont suspendu déjà leur liaison avec la Chine. On a les ventes automobiles qui chuteraient de près de 25% sur les 2 premiers mois de l'année, et on a un impact important sur la consommation qui pousse les grandes banques à revoir leurs prévisions, abaissant la croissance de la Chine pour le moment de 6% à 5,6% sur l'année 2020. Donc, à moyen long terme, et c'est ça qu'il faut regarder en tête sur les marchés boursiers, c'est d'avoir une vision de long terme et pas de court terme, il y a des éléments qui n'ont pas encore été pris en compte selon moi. On a aussi le virus chinois qui affecte aussi les chaînes d'approvisionnement. Le constructeur automobile Hyundai qui a dû interrompre sa production dans des usines coréennes en raison de la fermeture d'un de ses fournisseurs chinois. Et les conséquences sont également mondiales. Vous avez bien vu la chute du pétrole qu'on a eue au mois de janvier. On a un baril de Brent qui a plongé de plus de 25%. On a le pétrolier BP qui a estimé que le tiers de la croissance de la demande de pétrole pourrait s'évaporer en 2020 des suites du coronavirus. Celui-ci, voilà, on a un problème, enfin, du moins, on a des éléments qui invitent à moyen terme à la prudence, et on n'a peut-être pas mesuré tous les impacts que pouvait avoir l'épidémie de coronavirus sur les prochains résultats d'entreprise, sur la croissance chinoise qui va être impactée, et voilà. Donc, ce qui fait tenir les marchés actuellement, comme je le disais, c'est vraiment les banques centrales qui sont en soutien. Effectivement, en 2020, les mesures monétaires devraient suffire à sortir l'économie mondiale de son ralentissement pour la remettre sur une trajectoire de croissance un peu plus réjouissante.
mais l'économie mondiale risque aussi de se contenter d'un taux de croissance plus faible. On a des éléments qui nous indiquent que la productivité et la natalité sont en berne dans les pays développés, et la reprise dans les pays émergents laisse encore beaucoup à désirer. Mais malgré nos 3 baisses de taux, eh ben, il reste encore à la Réserve fédérale en fait, une marge de manœuvre en matière de politique monétaire. Et la politique monétaire et la bourse en fait, vont continuer à se comporter des 2 côtés comme une balançoire à bascule. On reverra ça un peu plus tard dans les graphiques, mais plus l'élan monétaire sera puissant, et en fait, plus les bourses seront catapultées en hauteur, tout simplement. Et c'est le cas avec les graphiques que je vous ai montrés concernant le S&P et le Nasdaq, qui ne reflètent pas forcément la réalité de l'économie, qui au contraire qui sont sous perfusion des banques centrales. Maintenant, on va passer à l'Europe. On va s'intéresser à l'Europe. Une fois qu'on a fait les US, qu'on a développé les risques qui pouvaient entourer les US, on a parlé de la Chine actuellement, même s'il y a aussi toujours la fameuse guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, sachant que l'accord de phase 1, c'est un peu du pipeau. Ce qui est le plus intéressant, ça va être l'accord de phase 2 sur les brevets et les technologies. Et là, on a quand même mis 18 mois à signer un accord de phase 1. Les élections, c'est au mois de novembre. Les Chinois, je vous la montre, si vous voulez. On reviendra plus en détail tout à l'heure. Maintenant, on va passer à l'Europe. On va s'intéresser à l'Europe et si la locomotive de l'économie mondiale sont les États-Unis, la locomotive de l'Europe, en général, c'est l'Allemagne. Et l'Allemagne, comme vous le savez, a échappé de peu l'année dernière à une récession. Le spectre de la récession s'est éloigné en Allemagne, mais la croissance est toujours tirée par le bas. Et là, c'est la production industrielle allemande. Et on voit qu'elle commence à se dégrader. On atteint des plus bas au niveau de la production industrielle allemande. Et la dernière fois qu'on commençait à dégringoler comme ça, eh bien, c'était dans les phases, la crise du monde des subprimes en 2007-2008. Donc là, on n'a pas un niveau et un corps aberrant comme ici, mais force est de constater que l'Allemagne ralentit. Tout simplement, depuis 2018, l'Allemagne est en perte de vitesse. En général, vous avez quand même une corrélation entre le DAX et les PMI. Ici, ce sont les PMI. Et vous voyez bien que, en général, le DAX évolue en fonction des PMI. Il y a quand même une corrélation. Quand les PMI montent, le DAX monte. Quand ça descend, le DAX descend, ainsi de suite. Et qu'est-ce qui se passe? Là, on avait quand même, comme je vous le disais, depuis 2018, le ralentissement des PMI, en dessous de 50 en plus, à partir du mois de septembre 2019. Donc, quand les PMI commencent à chuter, l'indice DAX chutait aussi. Très bien. Et là, en fait, il y avait une certaine corrélation qu'on n'a plus depuis le mois de janvier 2019. Les PMI continuent de chuter et le DAX a tapé un plus haut historique il y a 2 semaines. Pourquoi? Eh bien, tout simplement, comme je vais encore me répéter, mais c'est les manœuvres en matière de politique monétaire. Ces injections de liquidités et le QE mis en place par la Banque centrale permettent au marché de garder la tête hors de l'eau. Là, c'est aussi un graphique sur les PMI allemands et les PMI manufacturiers. Donc, on a les PMI des services et les PMI manufacturiers. Voilà, on a quand même une dégradation. Et en général, on s'inquiète d'une récession lorsque les PMI évoluent sous les 50. Et depuis un petit moment, c'est le cas en fait. Depuis le mois de janvier 2019, les PMI ont basculé sous 50. On a un redressement actuellement des PMI, mais ça n'explique pas que l'indice soit sur des plus hauts historiques.
l'Allemagne a échappé de peu à la récession. Comme vous pouvez le voir sur ce graphique, eh bien, la croissance est toujours tirée vers le bas au niveau de l'Allemagne, tirée par le bas par les difficultés de l'industrie automobile, et le produit intérieur brut n'a progressé que de 0,6% en 2019, contre 1,5% en 2018 et 2,5% en 2017. Après 10 ans de croissance quasi continue, eh bien, l'économie allemande a perdu de son élan, tout simplement. Mais malgré ça, bonne surprise, le DAX est sur des plus hauts historiques. On a une économie qui ralentit, que ce soit mondiale et même en Allemagne, mais ça n'empêche pas d'avoir un indice qui est haussier, qui a réalisé une performance extraordinaire en 2019. Pour les indices mondiaux, on a un excellent millésime en 2019. Mais ce qu'il faut chercher à comprendre derrière, c'est comment on explique cette hausse. Est-ce que c'est une hausse qui est due grâce à une reprise économique, grâce à une énorme création d'emplois, grâce à une croissance soutenue, grâce à des très bons résultats d'entreprise? Et on voit qu'en fait, que c'est des éléments, c'est des perfusions de... Voilà, on va dire que c'est des perfusions de marché qu'on a qui permettent de soutenir les marchés. Et là, ce qui est intéressant de voir sur le DAX, c'est qu'on est revenu, en fait, on revient chercher les plus hauts historiques. Donc, depuis 2019, d'un point de vue technique, le DAX évolue tout simplement dans un canal haussier. On vient travailler la borne haute de ce canal et les prix travaillent vraiment depuis le mois de novembre. On fait de la mèche, on fait des excès et on teste absolument à parvenir à franchir, à casser ce gros niveau. Mais les vendeurs se montrent présents actuellement. On est vraiment sur un niveau clé concernant le DAX et on a du mal à prendre un peu plus de hauteur, même si on est déjà quand même assez perché, je trouve. On a du mal à venir chercher à casser clairement, ce serait de sortir par le haut de ce canal. Donc là, on est sur des gros niveaux de prix. Qui plus est, voilà, la bougie du jour de cette semaine, c'est celle-ci. Là, je suis sur en données hebdomadaires. Et semaine dernière, on a la panique des marchés avec l'épidémie de coronavirus. Et là, cette hausse, certes, les signaux sont moins alarmants sur le coronavirus à court terme, je parle, mais ici, ce qu'il faut retenir, c'est tout simplement la Chine qui a dit on va injecter plus de 2200 milliards de liquidités sur les marchés. Et derrière, le DAX a retracé en une semaine toute sa baisse. Donc, élément clé à retenir, lorsque vous entendez parler d'une banque centrale qui prévoit de faire du QE ou des injections de liquidités, ne vous amusez pas à shorter le marché. Vous allez vous faire très mal. Et vous allez y perdre vos plumes aussi. C'est très important. Maintenant, on le sait, les outils de la banque, des banques centrales qui sont utilisés sont vraiment puissants. Et si on se met en face, malgré tout ce qu'on veut, les dégradations qu'on a de l'économie ou des PMI, les banques centrales permettent au marché de garder la tête hors de l'eau. Maintenant, on va regarder l'indice SMI. Donc, c'est l'indice suisse qui est très propre graphiquement, je trouve. C'est un indice que je n'ai pas l'habitude de regarder, mais j'ai décidé de voir à peu près quelles étaient les perspectives sur cet indice. Concernant l'indice suisse, eh bien, tout simplement, on a cette magnifique oblique qui passe par tous les plus hauts, ici et là. On est en train de travailler cette oblique. Là, on est en données mensuelles. Et voilà, à chaque contact de cette oblique, on a quand même des marchés qui ont reculé. Et là, les banques centrales restent en soutien, mais on atteint un plafond de verre, si vous voulez. On atteint un gros niveau technique. Et quels étaient les signaux, d'un autre côté, en plus des banques centrales accommodantes?
pour les marchés, malgré la dégradation de l'économie, c'était de regarder les graphiques. Et les prix, eux, ne mentent jamais. Et on avait tout simplement, en plus de l'intervention des banques, ici sur l'indice, un triangle ascendant de long terme. En fait, si vous voulez, l'indice suisse, lui, évoluait depuis 2015 dans un superbe triangle ascendant et la sortie a été donnée par le haut, avec la cassure des anciens tops ici. Donc la cassure des 9470 a tout simplement permis à l'indice d'être propulsé sur des nouveaux records. Et ce qui est intéressant, c'est pour ça qu'il faut savoir jongler avec l'économie et d'un côté les graphiques, c'est qu'il y a encore de la place. Il y a encore de la place. Comme je vous le disais, les indices peuvent très bien continuer encore à monter, à monter, à monter. Mais tôt ou tard, les excès appellent à des excès. Donc, si on est monté sur une phase d'euphorie, on va être corrigé avec de l'euphorie aussi. Enfin, du moins, on va être par des excès. Mais là, il y a de la place. Techniquement, si je reporte la hauteur de ce triangle, on voit bien que j'ai un objectif théorique qui se situe à 11 500. Donc l'indice, en fait, pourrait faire un excès encore, si les marchés décident de partir encore pendant plusieurs mois en ignorant les fondamentaux, eh bien, l'indice suisse, lui, pourrait prendre encore jusqu'à 500 points. On a de la place. Voilà, si on fait un excès, c'est deux scénarios. Soit on fait un excès, on va chercher les 11 500 points. Donc on prend plus de 500 points en ligne droite. Soit au contraire, on a cet oblique et là, prudence, correction à venir. On pourrait éventuellement avoir une correction de 50% de la dernière vague de hausse qu'on a eue, sans pour autant passer dans un marché baissier, mais une correction légitime au vu des chiffres macro, même si les chiffres micro sont bons actuellement dans les résultats d'entreprise, et on s'aperçoit que les chiffres sont quand même excellents. Tout ça pour vous dire, pour vous montrer à quel point en fait c'est important de faire un parallèle entre l'analyse graphique et ce que vous entendez à la télé, via les médias et via les banques centrales qui sont en soutien. Donc là, on a plusieurs éléments qui nous incitent à dire très bien, on pourrait encore prendre 500 points. Finalement, le marché action est encore porteur. Mais prudence, si cet oblique nous dit finalement c'est simplement un objectif théorique, l'objectif théorique n'est peut-être pas toujours atteint et on peut avoir aussi un échec sur cet oblique. Maintenant, après vous avoir parlé du risque, enfin du moins des risques qui entouraient le marché action, on se dit, bon, bah, très bien, j'ai raté le train, c'est un peu tard pour entrer dans le marché action, même s'il y a toujours des pépites. Il y a toujours un bull market quelque part. On regarde les gros indices, le CAC 40, le Nasdaq, le S&P, mais si vous allez sur des petites capitalisations, des small cap ou des mid cap, vous verrez qu'il y a toujours un bull market quelque part. Donc après, il faut savoir sortir son épingle du jeu et trouver des bons titres qui ont un potentiel de hausse et qui ont été délaissés par les investisseurs et qui pourraient justement sortir leur épingle du jeu. Mais bon, si le marché action a vraiment trop monté, que c'est compliqué de rentrer dans le marché, qu'on a peur de subir une correction comme en 2018, laissant place quasiment à une hémorragie grâce, enfin, du moins sauvée par les banques centrales, dans ce cas-là, on se dit, bah, pourquoi pas tout simplement diversifier son portefeuille. Et pareil, en fait, la diversification, c'est tout simplement important. Et on se rend compte que l'or, actuellement, est en train de réaliser quelque chose de juste exceptionnel. On a eu une performance de l'or de plus de 21% l'année dernière. Ça faisait très longtemps que ce n'était pas arrivé. Et on a plusieurs éléments qui expliquent, en fait, cette performance, que ce soit sur l'or ou que ce soit sur les marchés, enfin du moins sur d'autres devises. En fait, nous avons, comme je vous le disais, des signaux qui invitent les investisseurs de long terme à couvrir leur portefeuille
en vue d'une correction légitime d'un marché haussier de très long terme. Et on se retrouve donc sur l'or. Et l'or fait partie des actifs de l'année 2019 au vu de sa performance. Force est de constater que le métal jaune, eh bien, il profite d'un environnement caractérisé par des taux bas, des taux négatifs, un ralentissement de la croissance économique mondiale et des avancées quand même assez laborieuses, il faut le dire, sur l'accord commercial USA-Chine qui dure depuis plus de 18 mois. Je parle uniquement de l'accord de phase 1. On n'a pas encore fait l'accord de phase 2. Et celui-là, il va être plus compliqué. Ça risque d'être assez houleux entre Donald Trump et le président chinois. Et plusieurs éléments indiquent que le gold devrait poursuivre son ascension en 2020. Tout d'abord, comme je vous le disais, l'incertitude les incertitudes que ne manqueront pas de créer les élections américaines de novembre. Enfin, le phénomène que nous avons de dédollarisation en référence à l'achat d'or par les banques centrales qui souhaitent diversifier leurs réserves. Et comme le montre ce graphique, en fait, vous voyez que durant l'année 2019, donc là c'est un graphique qui s'arrête à fin octobre, novembre 2019, on a des banques centrales qui ont quand même augmenté leurs réserves. Je crois que la Chine est passée deuxième à la fin de l'année 2019. La Pologne a quasiment doublé ses réserves d'or. Elle est passée à 228 tonnes. Elle a acheté 100 tonnes d'or en l'espace d'un an. La Pologne. La Chine, elle accumule les lingots d'or et a ainsi franchi plus de 100 tonnes d'or d'acheté sur un an. Bon, ce qui montre qu'il y a un attrait, un appétit du moins, pour cette valeur, l'or, et comme d'autres valeurs aussi qu'on va voir. Et l'or, bien sûr, bien évidemment, est considéré comme une valeur refuge en cas de doute ou d'incertitude politique et économique. Et c'est exactement le cas qu'on a eu durant 2019. C'était une année, on a eu le Brexit, on a eu la guerre commerciale, juste avant, les marchés venaient de perdre 20%. Mais si vous voulez, on a un environnement actuellement économique assez lourd, assez pesant, car on est entouré de risques, mais de l'autre côté, on a, je vous l'explique depuis tout à l'heure, ces banquiers centraux et ces buybacks et qui permettent d'atténuer le risque, qui permettent justement de faire la balance, de contrebalancer et de soutenir artificiellement les marchés. Et bien sûr, les trois principaux facteurs qui influenceront le cours en 2020 seront les dossiers géopolitiques et économiques, avec la guerre commerciale, les élections américaines, le Brexit et la politique monétaire. Maintenant, c'est un graphique de l'or. Toujours important, comme je le disais, de faire un parallèle avec ce qui se passe, à savoir les tensions qu'on a eues durant l'année 2019 et, bien sûr, l'analyse graphique. Et en fait, on a eu un premier signal technique de l'or au mois de juin 2019. Au mois de juin 2019, on a réussi à franchir cette oblique qui passait par tous les plus hauts, qui date de 2014. On avait un gros niveau technique vers les 1330-1350 $. Et le fait qu'on ait cassé ce niveau a déclenché un bull run sur l'or. Et derrière, c'est ce qui s'est passé. L'or est très prisé, il continue et continuera. Pour ma part, en tant qu'analyste, j'ai un objectif à moyen long terme sur l'or aux alentours de 1800 $. Et actuellement, vu le contexte, vu le comportement de l'or, ça peut être presque atteignable d'ici la fin de l'année. Si on fait encore plus 20% cette année, atteindre les 1700 est tout à fait envisageable. Donc, on a eu un premier signal de l'or, en fait, au mois de juin 2019. Et derrière, l'or s'est envolé. Et l'or, techniquement, est très, très propre. On a, en fait, des phases d'accélération, ici, des phases de consolidation, qu'on appelle dans un drapeau ou un fanion, un biseau, et derrière, accélération.
Ici, je suis en données hebdomadaires ou en journalier. Juste ici, on avait un petit fanion. Donc, d'un point de vue technique, la sortie par le haut du fanion a propulsé les cours. Là, pareil, c'était pareil. On a encore eu une consolidation, si vous voulez, dans un espèce de biseau, canal baissier. On est sorti par le haut et derrière, les cours sont une nouvelle fois envolés. Et ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on a une zone de polarité. Une zone de polarité sur l'or, c'est lorsqu'un support devient résistance et est testé sans forcément être franchi. C'était le cas ici. On a deux zones de polarité clés à 1560 $, 1625, 1700 et pour moi, la dernière est à 1800. Mais vous voyez que ici, sur ce graphique, on était venu travailler ce niveau de prix, on l'a cassé, là on fait de la mèche, on teste, boum, on casse. Là, on a échoué une première fois et on est enfin parvenu à casser ce niveau. Donc, l'or est vraiment très puissant et continue et continuera, je pense, du moins c'est mon opinion, mon avis, d'être haussier pour 2020 et ça peut considérer justement une valeur qui, dans les portefeuilles, permet de se diversifier face à un risque baissier de marché. Et même haussier, vous avez vu qu'au final, le marché gagne 30%, que ce soit sur les indices américains, et l'or monte. Donc finalement, on parle d'aversion au risque. Au contraire, on a un appétit pour le risque, vu que les investisseurs se sont rués sur le marché action. Mais l'or, en parallèle, a monté. Ce qui montre qu'il y a quand même une méfiance. On est dans un contexte où les investisseurs sont sur le qui-vive. Ils restent prudents. Et concernant l'or, eh ben, pour le moment, c'est haussier. Il n'y a rien à dire, on a une ascension sans faille et fulgurante du cours de l'or. Je note tout de même d'un point de vue graphique qu'on a une formation avec une divergence baissière pour ceux qui utilisent le RSI. Et ce serait dommage que là, on a un avalement, on est en train de former un avalement, qu'on clôture la semaine avec cette bougie hebdomadaire sous les 1560 $. Effectivement, c'est vraiment un seuil qu'il faut tenir, qu'on est venu travailler, qu'on a buté. Le marché a buté dessus une première fois, est parti à corriger pendant de longues semaines avant de venir casser. Ce serait bien de tenir ce niveau pour venir rechercher, aller chercher un nouveau plus haut, à savoir les 1625. Mais pareil, ça se fait step by step. En fait, on a des phases d'accélération, de consolidation et d'explosion derrière du marché. Donc tout ça pour vous dire que l'or est un actif surveillé et bien faire le parallèle avec ce qui se passe actuellement et le comportement de l'or et des intervenants de marché, que ce soit les banques centrales ou les investisseurs qui souhaitent couvrir leur portefeuille pour diminuer le risque qu'il y a actuellement face au marché action. Et derrière, si on enchaîne les cassures de résistance, pour moi, à moyen long terme, l'objectif, ce serait quand même d'aller chercher les 1800 $ pour le gold. Voilà mon analyse pour 2020 sur le gold. Maintenant, le franc suisse. Alors, le franc suisse, extrêmement puissant, très recherché par les investisseurs. En fait, on a le franc suisse qui, lui, est confronté à un choix entre une monnaie forte qui nuit aux exportations et risque la déflation, ou une monnaie faible qui entrave les banques. Le franc suisse, lui, est soutenu par un énorme excédent de balance des paiements, et c'est la monnaie surtout que les investisseurs apprécient en période d'incertitude, puisqu'elle est considérée aussi comme une valeur refuge. Et graphiquement, encore une fois, force est de constater que les marchés sont haussiers, le franc suisse s'est renforcé. Juste pour vous dire, j'aurais dû prendre ma règle et la mettre ici, mais depuis le point haut du mois d'avril 2018 à aujourd'hui, le franc suisse s'est quand même renforcé de plus de 11%. Ce qui montre à quel point, finalement, eh bien, on retrouve la composante d'une valeur refuge. La guerre commerciale USA-Chine ainsi que les perspectives économiques qui s'assombrissent font que la monnaie, comme je le disais, a gagné plus de 11%. Enfin, on a aussi une récente analyse
qui est tombé récemment concernant la politique de taux d'intérêt négatif menée par la BNS, qui met en évidence que celle-ci contribue à une accentuation de la surévaluation du franc suisse par rapport à l'euro. Alors, une politique que la BNS devrait justement poursuivre aussi longtemps, tout simplement, que les partenaires commerciaux de la Suisse resteront confrontés à un environnement économique incertain. Et par conséquent, la monnaie pourrait continuer de s'apprécier au cours des prochains mois. Là, actuellement, on a quand même eu le secrétaire du Trésor américain qui a décidé de mettre sur liste noire, on va dire, la Suisse pour manipulation de devises. Après la Chine, maintenant c'est la Suisse. Donc, la Suisse est dans le viseur de Washington. Mais graphiquement, pareil, c'est très intéressant de voir le comportement en fait qu'on a eu de la Suisse, du franc suisse au cours de ces dernières semaines, tout simplement par plusieurs éléments. Le premier, oui, c'est le risque qu'il y avait, l'incertitude pesante sur les marchés, et d'essayer de comprendre les prix, pourquoi on a autant chuté. D'un point de vue technique, d'un point de vue fondat, il y a tous les éléments que je viens de vous expliquer, que ce soit l'intervention de la BNS ou les craintes sur les marchés, les incertitudes avec la guerre commerciale. C'est une valeur refuge. Graphiquement, voilà, ça a chuté. Et en fait, le franc suisse, techniquement, est vraiment propre. En fait, là, je suis en données hebdomadaires. Et on consolide dans des ranges et on en sort par le bas. Et vous voyez que d'un point de vue technique, si je reporte les objectifs théoriques, eh ben, à chaque fois, c'est quasiment atteint. Là, on évolue dans un range récemment. On a eu la cassure de ce range. Et donc, moi, j'évoquais le risque d'avoir un retour, en fait, tout simplement pour venir fermer le gap. Ici. Et ce gap correspond, en fait, tout simplement au gap Macron qu'on avait eu durant les élections présidentielles de 2017. Et on avait fait un énorme gap haussier, ici, qui n'était pas refermé. Et ces dernières semaines, j'alertais en disant, prudence, si on enfonce les 1,0840, la dégringolade va continuer puisque on a un gap qui est laissé ouvert ici. Et ce gap, en fait, d'un point de vue technique, les prix sont techniquement attirés par les trous de cotation. Et c'est exactement le cas. Dans un premier temps, on est venu fermer notre gap. Donc le gap a été comblé. Et derrière, on est en train de venir chercher l'objectif théorique. Il a été atteint au point près de ce fameux rectangle de consolidation. Maintenant, le point intéressant, c'est que le franc suisse, l'euro pourrait rebondir. Du moins, c'est ce qu'on espère. On est sur une grosse zone de support ici. On est quand même en données mensuelles, donc on est sur des supports qui datent depuis 2016, que ce soit la longue mèche qui est venue taper ici avec le niveau là et l'alignement des mèches et du bottom qui est juste là, au niveau des 1,0665, 1,0630. Donc ici, on a vraiment une grosse zone technique à mettre à profit, dans le sens où ça passe ou ça casse. Vraiment, si on enfonce ce niveau, derrière, je donne pas cher sur l'euro et le franc suisse, effectivement, pourrait continuer de se renforcer, dans le sens où on pourrait facilement revoir les 1,05. Donc, ici, c'est vraiment le niveau clé techniquement à surveiller. Et là, actuellement, on est en train de rebondir sur le premier support, les 1,0665. On essaie de reprendre un peu de hauteur. Et derrière, ce serait les 1,0630. Donc, c'est vraiment un niveau clé à surveiller. Où les marchés, je parle bien à court ou à moyen terme, ça reste quand même compliqué de faire une perspective de marché sur le franc suisse à long terme, même si la tendance est clairement baissière. Donc oui, pour le moment, je reste baissier, puisque la tendance est baissière. Donc oui, le franc suisse, pour moi, continue à se renforcer. Mais si on cherche des rebonds techniques, effectivement, c'est une zone de soutien qu'il ne faut pas négliger, qu'il est important de ne pas exclure cette zone dont je vous parle depuis tout à l'heure. On pourrait avoir un rebond. Dans un premier temps, on pourrait avoir un rebond. Mais derrière, l'exercice qui va être difficile pour l'euro, c'est de reconquérir les 1,0840 dans un premier temps. Et enfin, pour repasser dans une tendance haussière, ce serait de rallier à nouveau les indices 5. Donc voilà un peu ma perspective de marché concernant le franc suisse ou d'autres classes d'actifs. Et pour terminer, et que j'ai pu vous expliquer tout au long en fait de ce webinaire. Donc, à savoir
les risques qui nous entouraient actuellement sur le marché action, même s'il y a toujours des beaux dossiers, comme je vous le disais, il y a toujours des pépites, des dossiers qui vont tirer leur épingle du jeu, mais il y a un risque à prendre en compte. Malgré, comme je vais encore me répéter une fois, mais le soutien des banques centrales et des buybacks en place sur des records historiques. Et dans ce cas-là, quelle alternative justement face à ces risques? Eh ben, c'est la diversification à travers des valeurs refuges, que ce soit le franc suisse, que ce soit le gold, comme j'ai évoqué, mais il y en a bien d'autres. Il y a les obligations, il y a le yen japonais, vous pouvez aussi regarder l'argent, il y en a plein d'autres. Mais là, j'ai pas eu le temps de tout expliquer, je vous ai donné vraiment, pour moi, actuellement ce qui anime les marchés, et c'est essentiellement voilà, le franc suisse et le gold, et les actions. Donc pour conclure, on va avoir certainement un marché qui va être potentiellement animé en 2020. Voilà, avec tous les, même si on a une incertitude économique, des banques centrales en soutien, on a quand même l'accord de phase 2 à prévoir, qui risque d'être assez laborieux, je pense. Nous avons encore le Brexit, même si on a eu le divorce derrière, il y a les négociations encore avec l'Europe. On a eu le divorce le 31 janvier. Nous avons quoi d'autre? Et les élections américaines. Surtout, on a les élections américaines qui risquent de créer de la volatilité. Et Donald Trump, on va voir comment il se comporte avec la Chine en fonction, à l'approche des élections américaines et s'il est réélu ou pas. Ensuite, diversifier son portefeuille avec des valeurs refuges. Tout simplement, je vous ai montré un exemple, comme on dit en bourse, on ne met pas tous ses œufs dans le même panier. On diversifie le portefeuille. Et actuellement, je vous ai montré l'historique du gold sur 20 ans, les performances sont bonnes. Donc c'est un bon actif pour diversifier son portefeuille. Mais ce n'est pas le seul. Alors, on a vu avec le franc suisse, qui en un an et demi, quasiment 2 ans, a pris 11%. Donc, ce sont des actifs qui permettent de maîtriser le risque. Et il y en a bien d'autres. Je disais, il y a le yen japonais, les obligations, le silver. Vous prenez le palladium, par exemple. Je n'en ai pas parlé, mais regardez le palladium. On prend plus de 70% l'année dernière. C'est la meilleure performance sur les matières premières. Le palladium, il réalise juste une performance qui est monstrueuse. Enfin, revoir ou abaisser sa durée d'investissement. Comme je vous l'expliquais en ce début de webinaire, on est sur un cycle, une expansion, on est sur le cycle économique le plus long de l'histoire. Donc, on ne peut plus avoir une vision en disant, en mode bon père de famille, écoutez, moi j'investis sur Renault, j'investis sur Kering, et puis je garde ça dans le portefeuille pendant très longtemps parce que les marchés, ça ne peut que monter. On est en début de phase d'un cycle. C'est fini tout ça maintenant. Il faut réajuster sa durée d'investissement ou revoir sa durée d'investissement. Après, tout dépend si vous êtes des traders ou des investisseurs, si vous êtes plus dans une vision moyen-long terme ou si vous faites du trading à très court terme. Là-dessus, votre durée d'investissement ne sera pas la même. Mais je parle pour quelqu'un qui investit en bourse et souhaite faire fructifier son capital dans le temps. Donc, la durée d'investissement est absolument importante et il va falloir la revoir ou la baisser. Car on voit que les marchés peuvent vite paniquer. Regardez le VIX actuellement, on a su le coronavirus, comment il s'est enflammé. Donc très important de regarder le VIX. Je rappelle, c'est l'indicateur de la peur, qu'on appelle le VIX. C'est pour ça que la durée d'investissement n'est plus la même. Donc il faut pas être trop gourmand, savoir remonter ses stops, prendre une partie de ses bénéfices et pas rester en mode espoir en se disant ça ne peut que monter. Les arbres ne montent pas jusqu'au ciel. Enfin, respectez le money management, très important, que vous soyez trader ou investisseur à moyen long terme. Le money management, c'est la clé du succès. C'est ce qui fait la différence entre les particuliers et les investisseurs. Les particuliers vont déplacer leur stop, vont mettre du levier, je parle en trading essentiellement, vont racheter une position perdante pour
moyenner le prix de revient à la baisse en se disant oui, mais non, mais ça peut que monter, c'est tombé trop bas, les fondamentaux sont bons. Donc, vraiment respecter money management. Un investisseur pro, lui, il prend sa perte, risque de perte acceptée par jour, je ne sais pas, 0,3% du capital, il prend sa perte, point barre, les écrans, il les ferme. Il revient le lendemain. Le trader particulier ou l'investisseur particulier, la psychologie n'est pas la même. Tendance à changer les stops, à baisser les stops, à les modifier, à mettre trop de levier et à rester en mode espoir. Comprendre la psychologie des marchés des investisseurs. Ça, c'est très important aussi. Comme je vous le disais, d'un point de vue technique, on dit que l'analyse technique, c'est l'histoire qui se répète, mais c'est aussi que la psychologie et la cupidité des investisseurs se retrouvent dans les cours. Et c'est ce qui est vrai, en fait. C'est que les cours disent beaucoup. Quand vous voyez que la macro ne correspond pas à la réalité actuelle des marchés, qui peut sembler être une hausse artificielle et sous perfusion, regardez les cours. Regardez que vous disent les prix, que vous disent la psychologie des marchés, des investisseurs. Quel est l'état d'alerte des investisseurs? Est-ce que le marché attend quelque chose? Oui, le marché attend le soutien des banques centrales. Donc, on revient à la suite, ne pas se mettre en face des banques centrales. Vous allez vous faire dégommer, vraiment. C'est primordial de ne jamais se mettre en face des banques centrales. On a eu l'exemple en début de semaine, je le répète encore, la Chine qui nous dit les marchés vont tenir, on injecte 1200 milliards de yuan sur les marchés, 220 milliards de dollars en tout. Derrière, regardez, le DAX a repris 500 points en ligne droite. Le Nasdaq et le S&P hier ont inscrit des nouveaux records. Donc vraiment, la psychologie et se mettre en place des banques centrales, c'est vraiment crucial. Si vous avez compris ça, eh ben, vous ferez beaucoup moins piégé sur les marchés, et surtout pour 2020. Enfin, c'est faire confiance à l'analyse graphique. Donc au final, je vais me répéter parce que je viens de le dire, c'est tout simplement de comprendre parfois les prix quand on est décorrélé de l'économie, quand on est décorrélé des fondamentaux, des vrais concepts économiques qui expliquent une hausse saine et structurée du marché. Quand tout ça n'existe plus, eh bien, je trouve, en tant que, avant tout d'être analyste macro, je suis aussi, enfin, mon atout, c'est d'être technicien de marché, mon fer de lance, c'est de regarder les graphiques. Et parfois, un graphique, ça explique beaucoup de choses. Et on comprend, que ce soit sur les cours de l'or ou même les indices, on comprend beaucoup de choses, et on comprend la psychologie qui est en train de se mettre en place de la part des investisseurs, car les prix correspondent à la psychologie des investisseurs. Donc, voilà pour cette présentation sur les perspectives de marché à venir pour l'année 2020, avec à savoir si on était en risk-on ou en risk-off. Je vous ai expliqué dans l'ensemble un peu les attentes du marché, comment vous pouvez vous protéger sur les différentes classes d'actifs en diversifiant votre portefeuille et surtout à quel risque va être confronté maintenant les marchés durant 2020. Donc c'était ma présentation et j'espère que cela vous a plu et je tenais à vous remercier de votre attention. Maintenant, si vous avez des questions, vous souhaitez que je revienne sur certains points, certains aspects, certains peut-être des graphiques, je peux répondre aussi à vos questions. Alors, Joris, je me permets d'intervenir juste pour revoir une question qui était passée en cours de présentation, qui t'a été adressée par Grégory, à savoir concernant la valorisation des entreprises. Et quand il n'y a plus d'alternative aux actions pour les gestionnaires de portefeuille. Exactement. Très bien. Alors,
Eh bien, comment on va valoriser une entreprise? Donc, bien sûr, vous allez en fait avoir les ratios. On nous dit, oui, le PER, les bénéfices nets, le BFR, tout ça permet toujours de, si vous voulez, de valoriser une entreprise. Mais derrière, même si on a des résultats qui sont quand même excellents, là, les résultats des entreprises américaines, on a eu Apple, on a eu Amazon, sont bons. Là-dessus, il n'y a pas de doute. Même si on avait eu des prévisions de la part des analystes qui revoyaient à la baisse les attentes de la part des entreprises, dans l'ensemble, on a Apple, que ce soit même Tesla, mais bon, Tesla, c'est autre chose encore, c'est un autre cas, mais les résultats des entreprises restent bons. Donc, en soi, on a toujours des ratios, on peut toujours appliquer les ratios. On se dire, bon, bah, moi, je regarde le PER, je regarde les bénéfices, est-ce qu'il y a des dividendes qui sont distribués? Les ratios restent toujours valables. Seulement, parfois, il faut basculer sur autre chose. Compléter l'analyse micro, l'analyse purement des marchés, enfin des entreprises, avec l'environnement global de marché, tout simplement, avec ce qui se passe. Parce que certes, on a beau avoir des entreprises qui dégagent des profits juste monstrueux, des résultats aux attentes, mais est-ce que la valorisation n'est pas surélevée? Donc après, ce serait de comparer, de faire calculer le PER moyen du secteur, ou regarder par exemple, tiens, est-ce que cette entreprise est surévaluée ou pas, ou au contraire sous-évaluée? Mais dans l'ensemble, on est quand même dans des niveaux de valorisation assez élevés, mais cela ne veut pas dire que parce que c'est élevé, ça va forcément chuter. La preuve que non. On a des ratios qui restent chers. Je trouve que certaines entreprises se payent cher, et pour autant, ça n'empêche pas qu'on a des records tous les jours sur certains titres, que ce soit Apple, que ce soit Amazon qui a pris plus 10% quand même si les résultats sont excellents. Mais voilà, il faut réussir en fait à jongler avec vos graphiques. Qu'est-ce que vous disent vos prix? Est-ce que pour vous, quand vous regardez Apple, vous dites c'est pas cher, j'achète Apple parce que c'est pas cher? Peut-être que vous pensez que Apple c'est pas cher, c'est possible. Ou voir d'autres entreprises qui peuvent justement sortir leur épingle du jeu en se disant tiens, je compare les ratios, finalement par rapport au secteur global, il est en dessous et graphiquement, elle est en retard. On a des services qui sont en retard. Là récemment, par exemple, on a eu les biotech. On a eu une rotation sectorielle. Donc, pareil, c'est important de bien comprendre cet environnement de marché et de voir comment se comportent les rotations sectorielles. Et on a eu les biotech. Et vous prenez plusieurs biotech récemment, elles ont flambé en bourse parce que on a eu le réveil des biotech. Et pourtant, on n'a pas forcément des super ratios. Mais si vous voulez, il faut réussir à jongler entre les rotations sectorielles, les résultats des entreprises, les banquiers centraux en soutien, les buybacks et surtout vos graphiques. Et une fois que vous arrivez à faire un mix de tout ça, vous avez une vision globale, moins vous n'avez plus des œillères, si je puis dire, et ça vous élargit vraiment votre vision pour structurer votre portefeuille et vos investissements à moyen ou à long terme ou à court terme. J'espère que j'ai répondu à la question. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Merci, Joris. Je ne vois pas d'autres questions pour l'instant. Je vous rappelle que vous pouvez toujours nous contacter après le webinaire si vous avez des questions qui vous viennent ultérieurement ou qui seraient trop longues ici à faire passer. N'hésitez pas à nous contacter par courrier, évidemment. Le webinaire sera disponible également en version enregistrée sur nos sites. Donc, la présentation sera toujours consultable ultérieurement également. Ensuite, je vous rappelle que nous avons mis au point une petite enquête de satisfaction qui serait très intéressant de remplir pour que nous puissions
toujours progresser et améliorer nos présentations, que ce soit au niveau de la thématique ou des intervenants. Merci encore pour participer à ces petites enquêtes. Joris, encore un grand merci. Merci à tous d'avoir été là, d'avoir participé. Et je laisserai le mot de la fin pour Joris. Merci encore à tous. Eh bien, écoutez, merci à toi, Harold, de ton invitation. C'était avec grand plaisir que j'ai pris le temps de vous expliquer les perspectives de marché pour 2020, même si je n'ai pas pu rentrer dans tous les détails parce que je suis quand même limité au niveau du temps. Mais j'ai essayé de sortir le plus gros morceau, vraiment pour vous montrer là où il faut mettre le doigt, là où c'est important, là où il faut surveiller ce qui se passe actuellement. Comme on dit en bourse, j'aime bien regarder là où se passe l'action. Et l'action se passe là. Il se passe sur ce que je viens de vous dire comme type d'actifs, que ce soit les actions, les indices, les buybacks, les banques centrales et les valeurs refuges. Donc certes, j'aurais pu évoquer encore d'autres choses, mais voilà, je manque de temps. Mais c'était surtout pour vous dire, prêtez attention à tous ces éléments de marché actuellement qui sont en train de se passer. Le marché pourrait très bien continuer encore à faire en 2020, finalement prendre encore plus 10 ou plus 15%. Mais toutefois, les excès, j'ai envie de dire, appellent des excès. On n'empêchera pas l'inéluctable, l'optimisme est de mise, l'euphorie, lui, reste un signal d'alarme. Et donc, sur les marchés actions surachetées, en général, on réduira temporairement notre surpondération en actions. Donc voilà, c'était le mot de la fin que je voulais vous dire. J'espère que ça a été clair. Je voulais vous remercier de votre participation et de votre attention. Et si vous souhaitez, vous pouvez toujours me suivre sur Twitter. Si vous avez des questions, si vous voulez qu'on partage des graphes, si vous voulez échanger avec moi sur certains actifs, je serai toujours disponible pour répondre à vos questions en dehors des webinaires. Merci à vous en tout cas pour votre participation.